Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey au micro de Canalem, productrice de ce balado des livres plein les oreilles qui vous parvient par toutes les plateformes audio possibles et inimaginables, y compris évidemment celle de Canalem elle-même, et puis sur les applications Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, et j'en oublie. Et nous y voilà, mes amis, c'est le dernier épisode de ce balado pour cette saison-ci. 25-26, on peut imaginer qu'il y en aura une en 26-27, mais ça, c'est à suivre. Donc, fin de cette 12e saison avec l'ami Mathieu Tessier, que je peux d'ores et déjà vous présenter, qui a été en studio pendant les 27 épisodes de cette série-là. Alors, vous le savez, j'en parle souvent. Le livre audio, c'est pas une priorité dans l'horizon culturel du moment au Québec. Et pourtant, il se fait encore quelques livres audio ici, chez nous, et il faut que ça se sache. Nous avons 2 plateformes, notamment pour les diffuser. Il y en aurait éventuellement d'autres, mais ils ne font que dans l'intelligence artificielle. Moi, je vous parle de voix humaine. Alors, tout d'abord, Nara.audio, qui distribue des livres audio enregistrés aussi, mais aussi des livres francophones enregistrés au-delà de notre océan. Il suffit d'aller sur nara.audio. Il y a aussi Audio, OHDIO, production de notre société d'État, qui résiste aussi aux voix humaines et qui continue d'enregistrer et de vous proposer des livres qui s'écoutent gratuitement, puisque c'est fait par Radio-Canada et que c'est public. Et donc, on participe activement à ces enregistrements-là. Il faut les soutenir, ces gens-là. Alors, pour cette émission, il y aura beaucoup de nouveautés, mais il y aura beaucoup de nouveautés québécoises, surtout pour saluer ces petites maisons de production, qu'elles soient publiques ou privées, mais qui poursuivent malgré tout leur route. Je pense surtout, bien sûr, au privé, parce que là, il n'y a aucune subvention, il n'y a rien. Alors, il faut être courageux. Je pense au studio Bulldog, notamment, à Nara.audio. Il faut qu'ils aient plusieurs cordes à leur acte et ils croient à leur arc et ils croient encore au livre audio. Comme moi, je vais continuer d'y croire tant que j'aurai la voix pour venir vous proposer ces livres audio qui sont non pas hors d'atteinte de vos oreilles. C'est pas parce qu'ils sont faits en France, par exemple, que vous n'y avez pas droit. Avec les plateformes, vous avez accès absolument à tout. Et entre autres, Nara Audio vous propose tous ces livres-là. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Gallimard, sur le site de Audiolib, sur le site de Lizy, L-I-2-Z-I-E. Il y a aussi Cascade qui en fait, il y a Volume qui en fait. En tout cas, si vous faites livre audio, vous allez voir apparaître toutes ces maisons de production qui s'en sortent plus ou moins bon an, mal an, mais qui continuent à offrir de la littérature qui se déguste par les oreilles. Et puis pour les remercier lors de ce dernier épisode, mes 2 derniers chroniqueurs seront de la partie. Faline Bobier et Gérald Cousineau, et eux aussi vont nous présenter des livres relativement récents pour les offrir en pâture à vos oreilles bienveillantes, vous qui êtes peut-être mal ou non-voyants et pour qui la lecture audio n'est pas un luxe mais une nécessité. Mais pour commencer, alors premier roman de Marie-Lou Étier et premier tome d'une série québécoise de romantasy. On en parle énormément de ces séries-là en ce moment qui font fureur et qui vont peut-être sauver le livre audio. C'est vrai en Europe, alors pourquoi pas ici? On va commencer avec ça. Alors, qu'est-ce qu'une romantasy? Bon, c'est un mot valise qui combine romance et fantaisie. C'est un genre littéraire qui mêle une intrigue amoureuse centrale avec un univers fantastique ou surnaturel. Ça nous manquait ici au Québec, et bien voilà que ça existe grâce à Marie-Lou Étier. Et c'est une saga qu'elle nous offre. Et donc là, c'est le tome 1 qui a été enregistré au studio Bulldog par Claire Tienpont, qui est une narratrice exceptionnelle.
Ce tome 1 s'appelle « La nuit des vices ». Voilà déjà 10 ans qu'Astrid s'échine à rembourser la lourde dette accumulée par son père auprès de l'organisation criminelle des Carnassiers, qui gère le plus grand marché noir d'artefacts magiques d'Etheria. En tant que voleuse à gages et liée par contrat, elle n'a droit ni à l'erreur ni à la liberté, et ce jusqu'à ce qu'elle ait accompli les 500 vols pour lesquels elle s'est engagée, et rien ni personne ne pourra l'empêcher de mener sa tâche à terme. Voilà le point de départ de cette saga, de ce romantasy, dont je vous offre un extrait du tome 1, « La nuit des vices » de Marie Louetier, lu par Claire Vitienpont. Il me reste encore 97 convocations par les ténèbres à endurer. 97 fois à sentir le froid dans mes veines, à risquer ma vie. Ma vie qui ne vaut pas grand-chose aux yeux de la société en raison de mes 403 crimes, incluant toutes les fois où j'ai versé du sang humain. C'est ce qui arrive après tant d'années sous le joug de la plus grande alliance criminelle d'Etheria. Je m'engourdis de plus en plus. Les lignes de ma morale deviennent plus floues au fil des vols. Mon contrat stipule la remise de 500 artefacts aux Carnassiers. Mais que restera-t-il de ma vie par la suite? Finn s'approche et me prend les mains doucement. Astrid, je pourrais trouver d'autres artefacts pour être plus rapide, plus fort, et t'aider à en finir avec ces missions. Je sens mon cœur se serrer à ces mots. J'aurais préféré qu'il ne me fasse pas cette suggestion. Moi-même, j'ai observé de mes propres yeux à quel point les artefacts peuvent changer un homme. Le premier que ma famille a possédé était une simple amulette en pierre. Rien de bien puissant, mais elle permettait de démarrer un petit feu en un claquement de doigts. Mon père a passé des semaines à apprendre à canaliser l'énergie de son nouveau jouet. Le foyer était allumé en permanence, même en pleine canicule. Le fait de pouvoir manipuler un élément si facilement l'excitait tant qu'il en parlait sans cesse à quiconque voulait l'entendre. Il avait gagné l'amulette en pariant aux courses de chevaux. Ma mère aurait préféré qu'il revienne avec de quoi nous nourrir, pas un maudit collier qui, à part permettre à mon père de se vanter auprès des autres hommes de la ville, ne servait pas à grand-chose. Le problème, surtout, c'est que les intérêts de mon père devenaient trop souvent des passions, qui se transformaient à leur tour en obsession, puis en vice. Je l'ai remarqué quand il a commencé à tailler le bois et à arracher les planches de la maison pour les sculpter. Et quand il a réussi à abattre un lièvre et que, quelques semaines plus tard, il partait dans des voyages de chasse qui s'étendaient sur des mois sans qu'on ait de ses nouvelles. Alors quand mon père est revenu avec un deuxième artefact de télékinésie sous forme de bague, je savais que c'était le début d'une longue spirale vers le fond du baril pour nous. Pour l'obtenir, il avait vendu une toile dont ma mère avait hérité de sa grand-mère. Ce qu'il pouvait faire maintenant? Faire plier une fourchette. Ma mère était furibonde. Mon père ne pouvait pas se permettre des artefacts plus puissants, mais il était prêt à tout pour collectionner les plus accessibles. Au diable nos économies et nos possessions! Quand je suis rentrée de la forêt un matin, ma mère m'attendait debout dans le salon, le visage blanc de honte. Elle s'est agenouillée à mon niveau. « Astrid, ma douce, il va falloir que tu dormes entre papa et moi ce soir. » « Pourquoi ?» ai-je demandé du haut de mes 12 ans. « Parce que papa vient de vendre ton lit pour régler ses comptes. » Je voyais déjà la détresse s'installer dans ses yeux. Non pas celle qui aurait pu lui permettre de reprendre le contrôle de nos vies, mais celle qui allait la pousser à sombrer dans une partie de son être qui préfère se mentir à elle-même. Au même moment, mon père est entré, tout sourire, en s'exclamant « Viens, ma chouette, je vais te montrer comment je peux voir loin !» Il m'entraînait avec lui dehors, malgré ma mine déconfite. En effet, il voyait très loin. Et moi, j'ai dormi très inconfortablement cette première nuit, tassée entre mes parents dans leur lit. 3 ans plus tard, nous avions la peau sur les os, à peine de quoi nous vêtir, nous nourrir. Alors non, je n'ai pas besoin d'artefacts pour faciliter mes vols. Si je meurs en mission, ce sera dans toute mon authenticité. J'y tiens. Je retire mes mains de celles de Finn et recule de quelques pas.
Tu sais bien que je n'ai pas d'autre choix, dis-je en pesant mes mots. C'est ma vie qui est en jeu, et je compte bien finir de rembourser ma dette. Par contre, ce que je refuse qu'il m'en coûte, c'est toi. Ah, quelle belle lecture, celle de Clairvy Tienpont, lisant le tome 1 de la saga Astrid de Marie-Lou Étier, premier roman de Tésie produit, écrit, édité et même édité en livre audio par le studio Bulldog que vous retrouvez sur le catalogue de Nara Audio, donc premier livre du genre de roman de Tésie. Bravo à vous toutes et vous tous qui avez fait ça. Puis bravo aussi à Audio, à Radio-Canada qui poursuit sa mission d'enregistrer des livres avec des voix humaines également. J'en parle assez régulièrement à cette émission-là. Comme c'est votre société d'État qui fait ça, eh bien c'est gratuit, profitez-en. Il y a par exemple ce livre qui est sorti il y a peu de temps et qui m'a tout de suite interpellée, celui de José Blanchette, que vous connaissez peut-être si vous lisez le Devoir. Quelle plume exceptionnelle que celle de José Blanchette, qui nous arrive avec Presque Vierge. Un livre où elle se raconte, et elle raconte surtout cette époque, alors qu'âgée de seulement 15 ans. C'est nouvellement pour elle une période d'indépendance. Bon, elle s'inscrit à un cours d'antiphilosophie parce que ça sonne bien. Et puis la voilà en couple avec ce professeur qui va finalement abuser d'elle, même si c'est vrai, elle était consentante. Mais à quoi ressemble le consentement quand on a 15 ans? C'est ce qu'elle nous raconte, José Blanchette, dans ce livre Presque Vierge, dont voici un extrait. C'est lu par elle-même. Il y a aussi les voix dans l'enregistrement audio de Paul Amarani et de Mariko Stocchero, je pense. Je suis un croisement entre Sissi et Fifi Brin d'Acier. Pour marquer ma première journée de cégep, j'ai revêtu la soutane en serge noire de mon père, son surplis de coton serti de dentelle blanche, enfilé des bas noirs et mes souliers chinois à bourrons. Comme une impie, je porte le chapelet de ma grand-mère en guise de collier. J'ai enfoui mes longs cheveux blonds dans son béret noir en laine. J'ai l'âge de toutes les bravades. On fait pas de communiante plus égarée que cet accoutrement d'enfant de cœur. Mon éducation laïque ne m'a laissé aucune référence religieuse. Je suis inconsciente de la symbolique puissante que dégage mon déguisement d'ange rebelle. Bien innocemment, je désacralise les rituels judéo-chrétiens. J'ai toujours cultivé un goût prononcé pour le théâtre, la provocation. Dans l'autobus qui m'amène à mon premier cours de philo, j'ignore volontairement les regards amusés. J'assume la posture de servante de messe. Initiation, bizutage, carnaval. C'est la rentrée, j'ai 15 ans et j'emprunte une nouvelle bretelle sur l'autoroute de ma vie. Pour le moment, j'aspire à une liberté enivrante. Le cégep marque une étape cruciale, un affranchissement. Fini les comptes à rendre, je vais pouvoir me fourvoyer toute seule. J'ai soif de mots, de chevauchées intellectuelles mémorables. Le programme en lettres propose Hubert Aquin, Dostoïevski, Stendhal, Duras, des lectures de suicidaires, de romantiques toxiques ou d'alcooliques. Je devine intuitivement que le monde littéraire est moins étroit et plus dissident que l'univers propre et ordonné dans lequel je baigne depuis ma naissance. Dans mon agenda, j'ai inscrit Philosophie B137. C'est dans un état de légère euphorie, à la fois pétillante et nerveuse, que je déboule dans ce local beige. La rumeur est venue à mes oreilles au secondaire. Un prof enseignait l'antiphilosophie. Le cours à suivre plutôt que philosophie et rationalité ou analyse platonique de Kant. Pour les adolescents qu'on est, le mot « anti » agit comme un aimant. On est séduit par l'approche à rebrousse-poil. Chaque nouvelle cohorte déferle avec sa vague de sang neuf. Seule la mode varie. Celle de 1978 surfe sur le courant Grano, un cru de robe indienne, de poncho en laine péruvien, de bottillons kickers, de souliers chinois communistes ou de bottes Kodiak marxistes, de parfums au cannabis, de rouleuses de drum, Janis et Beau Dommage en sourdine. L'antiphilosophe se tient là, devant le tableau vert,
relisant ses notes de cours, nous saluant à tour de rôle avec un sourire rassurant dès notre arrivée sur le seuil. Je suis frappée par ce visage lumineux d'intelligence qui me calme momentanément. Pétris d'insécurité, on est si peu sûr de nous. Les petits buvards prennent place en attendant le spectacle. Notre antiprof à la chemise blanche s'est présenté, sans mentionner ses diplômes, histoire de ne pas créer de fossé entre nous et son doctorat d'État en philosophie à l'Université de Strasbourg, sa maîtrise en théologie à Rome et sa maîtrise en littérature française. Il ne nous dit pas non plus qu'il est un défroqué du bon Dieu, comme on en fabrique en série depuis la deuxième moitié de ce siècle. Comme tant d'autres brebis galeuses, ce paria du clergé a été emporté par la vague de la Révolution tranquille, anarchiste autoproclamé dans des salles de classe où le crucifix veille encore sur les pupilles de l'État. Dans ce premier cours, R utilise sa technique favorite pour nous déstabiliser. On doit écrire un court texte sur un thème choisi, puis retranscrire cet essai au jeu, sorte d'exercice psychanalytique qui nous fait réaliser à quel point on projette nos propres malaises sur le monde. La société est malade devient « je suis malade » ou les politiciens nous mentent « je me mens ». On se familiarise avec l'écriture thérapeutique, le conscient et l'inconscient, le moi et le surmoi, et on le découvre, lui, en performeur qui tient son public en haleine. La plume et la voix de José Blanchette, lisant son propre livre presque vierge. C'est sorti chez Audio, donc chez Radio-Canada. Ça a été enregistré aussi dans les studios de Radio-Can. Et puis, je vous l'ai dit, je voulais faire la part belle aux 2 chroniqueurs réguliers qui ont été là fidèlement pour vous accompagner tout au long de cette saison. Et on va commencer avec Faline Bobier. Salut Faline! Ah, salut, ça va? Ça va bien et vous-même? Oui, très bien, oui. Eh bien, déjà une fin de saison pour ce balado, 12e année de Des livres plein les oreilles. Déjà, merci à vous, Faline, qui représentez le CAEB, qui représentez les personnes, je le disais en entrée de cette émission, pour qui le livre audio n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et on rappelle qu'ils peuvent se procurer les livres, notamment en passant par les bibliothèques qui fournissent des livres audio. Il suffit simplement de remplir un simple formulaire. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Et merci aussi pour l'opportunité de vous parler de nos livres. C'est normal. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup, mais c'est normal parce que faut pas oublier qu'au départ, le livre audio, il a été conçu pour les personnes non-voyantes, et mieux que ça, il a été conçu pour les soldats qui revenaient de la guerre. Le saviez-vous, ça? Au départ, c'est un projet anglais. Ce sont les Anglais de Londres qui ont inventé ça pour les soldats de la Première Guerre mondiale, donc ce qu'on appelait les gueules cassées, qui revenaient littéralement martyrisés au niveau de la face et qui n'avaient plus accès, qui n'avaient plus leurs yeux, mais qui pouvaient encore entendre des livres audio. Alors, moi, je pense toujours aux gens pour qui le livre audio est nécessaire. Vous nous arrivez avec 3 titres aujourd'hui encore, Faline? Oui, les 2 premiers. Le premier, c'est des nouvelles de Martha, qui a été écrit par Marie Laberge. Oui. Mais avant d'être un roman, c'était plutôt des lettres que l'autrice, elle a pris un personnage de Martha, une fleuriste québécoise dans la soixantaine, qui, dans ses lettres, raconte son quotidien, surtout ses réflexions après le départ de ses 3 enfants. Donc, à partir de janvier 2009, il y a à peu près, je pense, 100 000 personnes qui ont reçu par la poste pendant 3 ans de la correspondance de cette femme, Martha, donc qui n'existe pas, mais qui est une création de Marie Laberge, où dans ses lettres, elle va parler de sa vie, va parler de ses réflexions, les rencontres, les séparations, les choix parfois discutables de ses enfants, les deuils qui ont marqué sa vie, donc un peu de tout. Et donc, une idée intéressante, je pense, de Marie Laberge, elle dit que c'est une façon d'essayer de rendre le rapport avec ses lecteurs plus intime. Mais oui. Ouais, Parce que là, on a vraiment l'impression qu'elle écrit pour nous.
Oui, oui, Point, c'est quoi. ça. C'est ça qui est extraordinaire. De la même façon, savez-vous, que c'était parfait pour le faire en audio, ça. De la même façon que Non, non, je c'est le dis toujours à mes étudiants narrateurs, vous vous adressez à une personne à la fois. oui, oui, c'est vrai. C'est pareil. Euh, C'est exactement comme si vous receviez une lettre signée Martha, alias en fait Marie Laberge. Si vous le voulez bien, on va en écouter un extrait. Je voudrais préciser que donc c'est disponible via les bibliothèques. C'est aussi disponible via le site dont je viens de parler, Audio Radio-Canada. Alors on écoute un extrait des Nouvelles de Martha de l'an 1. Ma chère, ce soir, pour la première fois depuis 42 ans, je suis seule dans mon appartement. Façon de parler. De dramatiser, dirait la défunte tante Aline, puisque j'ai eu des moments de solitude occasionnelle pendant toutes ces années. Mais bon, on ne s'obstinera pas sur des détails. Ce que je veux dire finalement, c'est que Julie est partie. Mon bébé, ma bébête, comme j'aime tant l'appeler, est partie pour de bon. Hier, samedi, elle a vidé sa chambre, et elle s'est installée dans son minuscule 2,5 du plateau, qui coûte une fortune, évidemment. Tu me diras qu'à 28 ans bien sonnés, c'est à peu près le temps, je sais. J'ai tout entendu en ce qui concerne sa tendance à profiter des autres, de moi en particulier, à ne se soucier que de sa personne et de ses problèmes, et à s'arranger pour faire pitié. Sa sœur, Jessica, a eu bien de la misère à tenir sa langue quand Julie nous a annoncé son départ au souper de Noël. Mais je t'avouerai que je lui ai coupé le sifflet quand elle s'est ouvert la trappe. Bien involontairement d'ailleurs. J'ai pour une fois dans ma vie tranché net toute forme de commentaire, qui soit élogieux ou désagréable. Alors c'est sûr que les femmes qui reçoivent ça, il y en a quand même un paquet qui ont vu leurs enfants partir de chez elles à un moment donné ou à un autre. Alors c'est Ouais. une façon aussi de se rapprocher beaucoup de son lecteur ou de sa lectrice. Alors là, j'étais très contente que vous nous arriviez avec la deuxième proposition, un petit mot de André Marois, parce que personnellement, il faut que je l'avoue, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière à un lancement, mais pas un lancement de ses livres, un lancement d'un livre de Jean-Louis Blanchard. Et il était devant moi, il faisait la queue, et j'ai entendu des gens qui venaient le voir et qui lui disaient « Ah, bravo pour ton dernier bouquin, etc. » Je me suis dit « Mais zut, je ne le connais pas, ce monsieur. » Alors bon, il faut quand même bien avouer qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Alors je lui ai tapé sur l'épaule, puis je lui ai dit « Je m'excuse, monsieur, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous » Et là, il me dit « Je suis André Marois, j'écris des livres policiers. » Ah! Et là, vous m'arrivez avec quoi? Sans connaître l'histoire, avec du André Marois. Oui. Ah, on aime ça. Ah oui, et je pense qu'il est assez bien aimé au Québec. Oui. Son dernier livre, apparemment, a été couronné meilleur roman policier de langue française en 2024. Ah, OK. Et, Est-ce que ouais. c'est Touche pas à mon cadavre ou c'en est un autre? Non, un autre. Un autre, Ça d'accord. s'appelle La Sainteté. Bon. C'est le roman qu'il a écrit avant. OK, Touche OK, pas OK. à mon OK. cadavre. Bon, alors là, j'avais l'air encore plus niaiseuse de ne pas le connaître, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tous les connaître, voilà. Non, non, Et je l'avoue, Il y a humblement. pas mal de romans d'écrivains qui écrivent des polars, donc Oui. c'est un peu difficile. Ouais, mais moi, j'aime bien parce que ces livres sont un peu pas habituels, je dirais, Ah, parce que pour lui, d'abord, c'est pas... Normalement, on sait tout de suite qui est-ce qui a commis le crime. C'est pas ça qui l'intéresse. OK. Ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que la personne qui n'est pas un tueur professionnel, comment est-ce que la personne va sortir de ce problème. Ah, Donc, OK. dans ce livre, c'est un Roger, Uh-huh. un entrepreneur en bâtiment qui est en train de conduire chez lui, Ouais. mais il y a une pluie torrentielle Ouais. et pendant Est-ce que je peux vous le interrompre? trajet- Est-ce que je peux vous interrompre? Parce que Oui, oui. c'est en plein l'extrait qu'on va entendre. Ah, OK. Hein, donc, il je pleut. ne dis rien. Voilà. Alors, il pleut, il est sur une route, et là, Ouais. soudain, il voit quelque chose arriver. Je ne vous en dis pas plus. Et il découvre ce qui lui fonce dessus. Un type sur un vélo électrique. Mais qu'est-ce qu'il fout sous cette pluie torrentielle?
Le cycliste zigzague, change de trajectoire et se précipite vers l'énorme pare-choc chromé du pick-up. Il se jette littéralement dessus. L'impact est brutal. Le Ford F-150 effectue comme un sursaut. Roger s'agrippe au volant tant bien que mal, perd le contrôle, le retrouve. Sa ceinture de sécurité s'enfonce dans son épaule gauche. Mais les chaos lui ont déjà appris qu'il vient de rouler sur le gars. Et pas qu'un peu. Avec ses roues avant et arrière. Le conducteur s'immobilise 10 mètres plus loin, le souffle coupé, les yeux exorbités, bouche bée. Il peine à réagir. Il n'est pas dans un mauvais rêve ni un quelconque délire éthylique. Il joue bien dans la sinistre réalité. Asti de calice de débile! Roger ouvre enfin la lourde portière, saute à terre et court vers la forme allongée, éclairée de rouge par ses feux arrière. Le cycliste est petit. Ça pourrait être un enfant, mais non. C'est un foutu adulte irresponsable. Et ce n'est pas beau à voir. Et c'est pas beau à voir et j'ai arrêté ça là. Donc voilà, ce type, ça c'est le début. On comprend que c'est un alcoolique qui a arrêté de boire et là donc voilà, il tue un cycliste. Oui, et donc il prend la mauvaise décision d'essayer de cacher le corps dans un coffre pour le faire disparaître le lendemain. Mais malheureusement, la rivière, c'est la Mastigouche. Oui. Il y a une inondation qui prend le coffre et le corps, et donc il doit chercher de l'aide de sa voisine Jacqueline. Et Jacqueline, c'est aussi un personnage. C'est une femme de 75 ans qui n'a pas de morale, qui ne respecte pas vraiment les lois. Et ce personnage, on le retrouve aussi dans le roman avant. Ah oui? Et il va... Marois a dit qu'il va aussi le mettre dans son roman à suivre, qui n'est pas encore publié. OK. Et il dit que les lecteurs lui disent... C'est vraiment horrible ce qu'elle fait, Jacqueline. C'est absolument atroce. Mais qu'est-ce qu'elle est sympathique. Alors c'est un personnage très populaire. Alors, et puis, il faut dire que la Mastigouche est une véritable protagoniste aussi dans le livre. Oui. Je vais vous interrompre, mais ne raccrochez pas, parce que là, on est obligé, ça c'est un truc c'est du très plate, mais on fait de l'autopromotion et tout de suite après quelques autopromos, vous allez revenir à l'émission et avant qu'on se dise au revoir, vous allez nous proposer un troisième livre audio. Ça marche comme ça? Vous restez là? Vous écoutez Clotilde Sey a des livres plein les oreilles. Je suis en compagnie de Faline Bobier. On se retrouve dans quelques secondes. Alors, je suis toujours en compagnie de Faline Bobier. Faline, on s'est quitté sur un extrait de l'excellent bouquin d'André Mauroy, québécois, qui fait dans le polar. Et là, vous nous avez présenté « Touche pas à mon cadavre ». Alors, on change complètement de genre. Je vous laisse le soin de nous présenter le dernier bouquin dont vous voulez nous parler. Oui, on change de pays, on change d'atmosphère. Le livre, c'est Le ciel est immense par Feura Alani. Mm-hmm. Alani, c'est un journaliste franco-irakien et dans ce livre, donc, il s'agit d'un secret à l'intérieur d'une famille. Il s'agit d'Adel, un pilote qui a été envoyé par l'armée de l'air pour être formé en URSS et qui il va complètement disparaître en 1974 entre Bagdad et Krasnodar, qui est en Russie. Oui. Et c'est 30 ans plus tard qu'on va reprendre. C'est son neveu, Temur, qui ne supporte plus le mystère qui entoure l'absence de son oncle et qui va essayer de savoir qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Parce qu'on n'a jamais retrouvé ni
l'avion ni le corps de son oncle. Donc, c'est ça un peu l'histoire. L'histoire. Alors, on nous dit qu'il s'agit d'une fresque magistrale, d'un voyage dans les dédales d'un secret de famille, un roman pour faire revivre les disparus dans la mémoire intime et collective. Je vous propose un extrait de « Le ciel est immense » de Ferhat Alani, lu par lui-même, et ça nous était présenté aujourd'hui par Faline Bobier. Il existe des absences plus assourdissantes que 1000 cris, des silences plus lourds que des adieux. J'ai appris à les distinguer. Ensemble, ils conspiraient à effacer les traces, à distendre les souvenirs. Et l'oubli n'est-il pas une mort plus insidieuse encore? Je n'ai jamais pleuré mon oncle. Je ne l'ai jamais connu. Mais j'ai refusé qu'il soit effacé du livre de notre famille. Au silence, j'ai préféré le bruit du vivant. À l'oubli, j'ai préféré la mémoire. Chaque souvenir exprimé, même le plus douloureux, porte en lui une promesse de rédemption. Une chance, infime mais précieuse, de réécrire l'irrévocable et de rendre justice aux héros oubliés. Si le silence a un pouvoir, la parole est sa seule révolte. Je n'aurais jamais imaginé nuire à ce silence sous les projecteurs d'une émission de recherche. Nous sommes le 25 février 2008. Là, dans quelques minutes, face à un présentateur impassible et un public suspendu à ses lèvres, je vais parler. Un passé qu'on avait tenté d'enterrer va devenir une histoire publique, projetée sur un écran géant. Une photo va apparaître, une silhouette en uniforme, une posture d'un autre temps. Eh oui, parce qu'il va passer par une émission de télé, entre autres, pour faire la lumière sur tout ça. C'est une très belle écriture, hein. Cette phrase, je l'ai notée, « Le silence a un pouvoir, la révolte est sa seule défense ». Oui, oui. C'est intéressant. L'auteur, il a expliqué dans une interview que le personnage d'Adèle, c'était véritablement son oncle à lui. Ah, OK. Et que son oncle est disparu de la même façon et ça n'a jamais été résolu. Donc, c'est un peu pour combler les trous noirs dans son propre histoire qu'il s'est tourné vers la fiction et créé une femme, une réponse, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça nous fait d'excellents bouquins. D'excellents bouquins que vous êtes venus nous présenter tout au long de cette saison du balado des livres plein les oreilles. Merci encore une fois beaucoup, Faline Bobier. On croise les doigts pour une future saison à l'automne, dans laquelle, bien sûr, je vais vous convier si cela vous tente encore. Ah oui, bien sûr. Alors, bonne lecture pour l'été. À vous aussi. Merci encore infiniment et bonjour à toute l'équipe de CAEB et pour le beau boulot qu'ils font avec les bibliothèques. Ah, merci. Mais je vous en prie. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, bon été. Honneur, je vous l'ai dit en entrée de ce balado, honneur à nos chroniqueurs réguliers. En fait, il n'y en a que 2, c'est facile. Alors, on a dit au revoir à Faline Bobier il y a quelques secondes et bonjour Gérald Cousineau. Ça va bien, Gérald? Oh, ça va très bien, L'été commence. Oui, hein? C'est que je calcule que, mine de rien, ça fait 12 ans que tu viens à mon émission, parce que même avant que ça s'appelle Des livres plein les oreilles, quand ça s'appelait encore Un livre découvert, tu participais déjà. Oui, j'avais 16 ans à ce moment-là, je me rappelle. Oui, et puis moi 18. Ben oui. Ah. Ben oui. Oui, mais j'aime mieux te dire qu'en vieillissant, on s'arrange pas par contre. Bon, Gérald, pour cette dernière, tu nous arrives avec un livre important que tu as dû apprécier beaucoup puisque tu me l'as suggéré. Oui, je l'ai beaucoup apprécié, d'autant plus que, j'avoue encore une fois, que je connaissais très peu l'autrice Caroline Lamarche. C'est une écrivaine née en 1955 à Liège, donc en Belgique. Mm-hmm. En fait, c'est une écrivaine belge d'expression française. Et elle a écrit, mon Dieu, c'est une écrivaine touche à tout. Hein. Romans, nouvelles, pièces radiophoniques, elle écrit dans la presse. Ah oui. Enfin, elle fait un peu de tout. Et elle a quand même plusieurs romans à son actif. Donc, et aujourd'hui, je parle Le Bel Obscur, c'est le titre exact, Le Bel Obscur, paru l'an dernier, et qui a failli
avoir le prix Goncourt. Mais c'est Laurent Mauvigny qui l'a eu pour La Maison vide. Donc, Le Bel Obscur, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on écoute l'extrait parce que là, on va y parler d'un certain Edmond. Oui. Voilà. On écoute l'extrait. Je téléphone à Thomas, mon grand cousin le plus âgé du côté maternel, à qui donc mon père a posé en 1994 sa question. Sa voix est grave et lente. Il semble touché par mon appel, quoique me connaissant peu. Il se souvient que mon père l'avait interrogé en ces termes. L'Edmond, écrivant depuis Freiberg, était-il aussi celui qui avait rédigé le billet au crayon? J'ajoute dans la foulée ma propre question. Où se trouve la deuxième photo mentionnée par mon père? Je l'ai. Je te la trouverai, me dit Thomas. C'est une photo plus grande, où il est travesti. Travesti? Le mot m'alerte. Pourquoi n'a-t-il pas dit déguisé? Ton père la trouvait belle. Il me l'avait confiée après que je lui ai proposé de l'encadrer. Ce que je n'ai pas fait finalement. Quant au reste, Thomas se souvient avoir répondu à mon père que le brouillon ne lui semblait pas de la même main que la lettre. C'était du moins son avis à ce moment-là. Un avis motivé par l'impossibilité de réconcilier la figure sobre de l'étudiant avec ce scripteur à la sentimentalité aussi grandiloquente que tragique. A-t-il une idée de la raison pour laquelle Edmond a été effacé de l'arbre généalogique? Chez nous, on ne parlait jamais de lui. On disait simplement « il a fait beaucoup de chagrin à sa mère ». Alors, évidemment, nous, il y a plein de questions, mais pour toi, là, tout ça allume une cloche, quoi. Tu sais exactement de quoi on parle, là. Oui, tout de suite, je dirais que Le Bel Obscur, que j'aime beaucoup comme titre, c'est un vers du poète français Francis Ponge. Ah oui. Donc, elle a choisi ce vers dans l'œuvre de Francis Ponge, mais quel beau titre. Donc, Le Bel Obscur, cette narratrice est mariée à un certain Vincent. Or, après 7 ans de mariage et 2 enfants, Vincent apprend à sa femme qu'il est en réalité homosexuel. Bon, alors c'est un choc, évidemment. Or, pour essayer d'encaisser le choc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette narratrice? Eh bien, elle va développer une véritable obsession pour un certain Edmond. Edmond, c'est l'ancêtre dans cette famille. Eh bien, c'est un homme qui serait né en 1834 et qui est mort en 1861. Donc, il est mort très jeune, à 31 ans. Oui. Or, il est né à Liège. Tiens. Or, l'autrice est également née à Liège. Et cette histoire raconte une histoire de famille, mais ce sont des industriels liégeois. Donc, elle va développer vraiment une obsession pour cet ancêtre, tout en essayant d'accepter le fait que son mari a des chums, des amants, et des amants qui l'amènent d'ailleurs dans la maison, qui l'amènent chez lui. D'ailleurs, à la toute fin, il y a le dernier amant dont on parle dans le livre, il s'appelle... oh là là, j'ai un trou de mémoire. Alors là, je peux pas... Il vient de l'Est, en tout cas, mais elle dit que c'est comme la seconde épouse de Vincent, c'est son nouveau chum, son nouvel amant. Et elle, c'est comme l'invité dans la maison. Alors, ça vous donne une idée de la vie à 3 qu'ils vont mener pendant quelques années. Donc, ce mari est homosexuel, et à un moment donné, il le voit, sa femme, et là, elle va commencer à enquêter sur ce mystérieux Edmond, et là, elle va se livrer à une véritable enquête, mais maniaque, là. Elle va consulter une graphologue, des médiums, une astrologue. Elle va tout faire pour essayer d'en savoir plus. Et plus ça va aller, plus elle va faire des correspondances avec son mari. Parce qu'on l'a dit dans l'extrait, on parle d'un Edmond et sur une photo, on se rend compte qu'il serait travesti. Voilà, et non pas déguisé. Oui. Voilà, donc. Et là, on se rend compte que, au fond, Edmond aurait été homosexuel. Bon. Et là, ce qui m'a intrigué, c'est que Caroline Lamarche donne plein de détails dans son récit. Alors moi, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une part autobiographique là-dedans? Parce qu'elle va jusqu'à décrire des photos en disant qu'elles sont un peu maganées. Elle va donner plein de dates, des extraits de lettres. Alors on se demande, est-ce que tout ça est inventé? D'autant plus qu'elle est née, je l'ai dit, elle est née à Liège. Alors, est-ce que cet Edmond-là, c'est une pure invention? Mais c'est drôle, mais je n'ai pas voulu faire à mon tour une enquête. J'ai quitté le livre tel quel. C'est un roman, d'accord, c'est un roman. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage d'Edmond dont on ne sait pas trop. C'est ça qui est curieux. On ne sait pas de quoi il est mort.
à 31 ans. Ah. Il y a comme un silence, mais même la famille, on l'a dit, dans l'extrait, on parle de certain Thomas, le cousin. Ouais. Ben lui, non, il n'a pas réussi à savoir de quoi il est mort. Et ça, j'aime bien aussi cette idée qu'on reste sur notre fin. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Mais parlant de fin, la fin est étonnante parce que cet Edmond-là, elle va comme le rêver. Comme on dit au Québec, elle le voit dans sa soupe. Oui, OK. Elle va le rêver. Mais c'est une belle histoire parce que justement, on passe constamment du mari. D'ailleurs, le mari, on y arrive un peu tard parce que Edmond prend une bonne place dans le récit. Vincent, on y arrive un peu tard. Mais c'est le mélange qu'elle fait, les correspondances qu'elle fait entre les deux. Elle voyage finalement de son mari Vincent à cet ancêtre Edmond, mystérieux Edmond. Mystérieux. Et c'est finalement, moi je l'ai écouté 2 fois ce livre, et à la deuxième écoute, là, j'ai beaucoup plus apprécié qu'à la première. C'est peut-être parce que j'ai un peu mieux compris, mais encore là, j'ai peut-être pas tout compris, mais ça ne me dérange pas parce qu'il y a une part onirique dans cette histoire que j'ai bien appréciée aussi. Eh bien, on va rappeler, mon ami Gérald, le titre Le Bel Obscur, c'est vrai. Et Le Bel Obscur, je le dis, c'est justement cet Edmond, parce qu'elle le traite comme un ovni. Pour lui, Edmond, c'est un ovni, donc l'objet volant non identifié. Mais en même temps, ce Bel Obscur, donc c'est vraiment lui, le Bel Obscur, parce que sur les photos, apparemment, il est beau. Ah oui, puis c'est vraiment écrit B-E-L, comme ça, comme un bel amour, quoi, c'est ça, exactement. Et son mari, mais lui, il est aussi le Bel Obscur parce qu'il est beau, paraît-il, et c'est le premier grand amour de la narratrice. Mais là, bien sûr, elle apprend qu'il est homosexuel. Donc, ça fait un curieux livre, mais un livre que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Bon, alors, c'est signé Caroline Lamarche. C'est dans la version dont je vous ai fait entendre un extrait, c'est lu par Mickey Sébastien. Et c'est un livre très, très apprécié par notre ami Gérald de Cousineau. Livre qui est paru en audio commercial, en tout cas au mois de décembre de l'année dernière. Donc, c'est encore relativement récent. Et c'est ce qui vient mettre un terme à tes chroniques de la saison, mon ami. Mais on va se revoir à l'automne. On va mettre du linge sur la corde pour que ça arrive. Mais quel bon livre on a eu quand même cette année. J'ai fait un bon choix. Oui, Qu'est-ce que tu retiens, toi? Je veux dire, parmi tous ceux, quel est, s'il y a un livre peut-être celui qui t'a le plus marqué? En écoutant les livres de Caroline Lamarche, je me suis dit, mais écoutons, j'ai eu des livres, quelques livres où on parle où les narrateurs font des enquêtes. C'est vrai. Pensez à Laurent Mauvignier dans La Maison Vide. Il remonte loin dans sa famille. Et Caroline Lamarche le fait aussi pour son ancêtre Edmond. Il y a, dans un livre que j'ai beaucoup aimé dans la liste qu'on a abordé cette année, c'est La nuit au cœur de Natacha Apana. C'est peut-être mon préféré. C'est pas un livre facile, mais ça m'a beaucoup touché quand elle relate les dernières années de 2 femmes qui ont été tuées par leur conjoint et elle-même a failli l'être, mais elle le raconte d'une façon tellement belle, tellement sobre que je pense que ça a été mon livre préféré cette année. Mais je parlais d'enquête. Donc, il y a d'autres livres. Il y a eu le roman japonais de Mizu, le nom compliqué. Mais donc je me suis dit, est-ce un pur hasard, ça, si j'ai pris des livres où les personnages ou les narrateurs font une enquête dans leur passé. Mais ça, on dirait que c'est très présent dans la littérature actuellement. On revient sur le passé. Il y a des secrets enfouis. Ça, c'est omniprésent. Des secrets enfouis dans les familles. Ah oui, alors ça, les secrets enfouis. En plus, comme on en a tous, au moins un ou plusieurs. Alors, comme ça, c'est vrai. Dis-moi, est-ce qu'il y en a un sur lequel tu t'es endormi en l'écoutant? Question embêtante. Je m'endors régulièrement quand j'écoute un livre. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont ennuyants, mais parce que je n'ai plus la concentration que j'avais avant. Et évidemment, si j'écoute un livre après avoir pris un bon repas, là, c'est fatal. Le livre a beau être passionnant, je vais le perdre. Je vais perdre quelques chapitres. Mais ça ne me dérange pas, je me reprends après. Mais effectivement, ça m'arrête de m'endormir. Ce n'est plus le Gérald d'il y a 30 ans. Là. Non, mais il n'y a pas de livre que tu as rejeté complètement en disant non, ça, c'est vraiment pas... Ah si, il y en a un. À un moment donné, je t'avais demandé de lire... qu'est-ce que c'était au début de saison? Oh là là. Et puis tu m'as dit non, ça non, vraiment pas. Ah zut, alors j'aurais dû... Je ne m'accroche pas. Évidemment, je lis beaucoup d'autres livres que ceux que j'ai au programme à ton émission, mais il y a des livres où je n'accroche pas, puis après 100 pages, parfois, non, d'accord, j'arrête, puis je me sens pas coupable pour autant, mais parce que j'en lis beaucoup, alors là-dessus, il y en a quelques-uns que j'abandonne. Et avant de te libérer pour l'été, quel est celui que tu as hâte de lire et que tu nous présenteras sûrement à l'automne?
J'ai hâte de lire le dernier Delphine de Vigan, que malheureusement, je ne trouve toujours pas. Solange? J'aimerais aussi... Non, il n'est pas disponible dans ma médiathèque française. Okay. Pas encore. Non, il y a un problème avec la médiathèque, je l'ai déjà dit. Ils n'ont plus accès aux nouveautés comme avant. Ça va prendre quelques mois avant qu'ils se replacent. Mais je suis curieux de lire aussi le dernier Thomas Schlesser, celui qui a écrit... Le jardinier, le chat du jardinier. Voilà, mais il est disponible au Québec, mais pas en téléchargement. Je me dis que ça doit être une question de semaine. Il y en a déjà plusieurs qui s'annoncent là. Je ne suis pas inquiet. Là. Bon, tant mieux. Alors, Gérald... bel été en perspective. Bel été. Je sais que tu aimes marcher, alors je souhaite que la température soit avec toi, mon ami, et plein de beaux livres, évidemment. Alors, que tout aille bien avec tes oreilles, quoi, parce que... Heureusement qu'elles sont là. Oui, les belles chéries. Alors d'ailleurs, embrasse-les de ma part. D'accord. Et puis, j'ai très hâte déjà de te retrouver et je te souhaite plein de belles choses, bien sûr. Mais j'espère qu'on pourra se retrouver à l'automne, j'espère vraiment. Non, c'est gentil. Allez, on croise les doigts. Bon été. Salut! Au revoir, Gérald. Alors, on a pris un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Tiens, on va parler d'un tout petit livre. J'ai un tout petit extrait. Ça s'appelle L'Enfant Orchestre. C'est de Fanny Rainville. Ça a été édité par les éditions Fonfon. Vous retrouvez ça, évidemment, sur le catalogue nara.audio. C'est peut-être pour ça que j'en parle. J'en ai juste un petit extrait, mais je trouve ça tellement mignon. C'est un livre, en fait, qui traite sur une enfant qui est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, cette Elisabeth-là, on nous apprend qu'elle est née avec une trompette dans les mains. Parce que c'est un petit bébé qui fait déjà plein de bruit, puis plein de choses comme ça. Alors, elle apprend à vieillir jusqu'au jour où elle est diagnostiquée. C'est un petit livre de 9 minutes. En voici un tout petit bout. C'est de Fanny Rainville et c'est lu par Fanny Rainville et Elisabeth Meunier, édité par Fonfon, enregistré chez Bulldog à Longueuil, disponible chez Nara Audio. Elisabeth est née avec une trompette entre les mains. Au début, la trompette est si minuscule qu'elle se dissimule aisément dans une poche de pyjama. Ni vue, ni connue. Zip! Mais aux 5 ans d'Elisabeth, la trompette en a assez d'être ignorée. Elle est maintenant bien trop grosse pour les poches de la fillette et n'a qu'une seule envie: faire du bruit. Le plus de bruit possible. Le problème, c'est qu'Elisabeth ne maîtrise pas encore son instrument et qu'elle en joue toujours au mauvais moment. C'est cute, cette idée d'avoir créé ce petit personnage d'Elisabeth pour mieux peut-être faire comprendre aux enfants et aux parents qui ont un enfant qui vit avec ce trouble-là, ce qu'est au fond de sa tête, à quoi ça peut ressembler. Et pour Fanny Rainville, Elisabeth, c'est une enfant orchestre. C'est vraiment très mignon. Alors, j'ai encore un petit peu de temps. Je voudrais vous parler peut-être d'un livre... qui s'appelle Enfin seul, parce que souvent on me demande, comment tu fais, toi, comment ça se fait que tu vis seule depuis si longtemps? Puis je fais, oh là 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 là, mais ça va très très bien, ne changez rien pour moi. Et à un moment donné, on m'a parlé de ce bouquin Enfin seul, écrit par Lorraine Bastide, et c'est lu d'ailleurs par Lorraine Bastide, qui entremêle à la fois l'analyse historique et le récit personnel. C'est une femme qui nous invite à changer de regard sur les femmes seules, celles qui ne sont pas en couple, celles qui n'ont pas d'enfants, ou celles encore dont les enfants ont quitté le nid, celles qui voyagent en solitaire, celles qui n'ont, entre guillemets, besoin de personne, ou en tout cas qui essaient de n'avoir besoin de personne, surtout pas quand il y a une ampoule à changer. Alors, il existe, dit-elle, dans la solitude, la promesse d'une émancipation, d'une estime de soi renouvelée et la possibilité d'habiter le monde enfin à son rythme. J'ai lu dans Babelio un lecteur ou une lectrice nous écrire « Enfin un livre tonique, loin des jérémiades et démolissant ces sempiternelles visions négatives de la solitude des femmes. Bagarre contre les images toutes faites et les préjugés rabâchant depuis des siècles que les femmes seules ne sont pas des femmes, qu'une femme sans mariage, sans enfant est incomplète, et bien sûr, il doit y avoir quelque chose qui cloche
chez elle, extrait de Enfin seul de et par Lorraine Bastide. Revenons au soir de la brosse à dents. Comment expliquer l'émotion rassérénante que j'ai ressentie ce soir-là, la plénitude qui m'a envahie? Si je devais la décrire d'un mot, je dirais soulagement. Quelque chose s'était relâché du côté de mes épaules. J'avais l'impression d'un répit, un peu comme quand je suis seule au volant de ma voiture, nostalgie à fond dans l'autoradio, et que je chante à tue-tête du Véronique Sanson sur une route déserte, au milieu d'un champ de blé. Et à la fin, je laisse la fenêtre ouverte sécher une larme le long de ma joue. Je me sens laissée en paix, à l'abri. Quand je suis chez moi, c'est pareil, en mieux. Cette paix que je me fous, la sensation d'échapper aux gens, au monde, au temps. Je vaque dans un ordre aléatoire et joyeux. Je sors de ma douche et décide de faire la vaisselle dans la foulée, enroulée dans ma serviette mouillée. D'une main, je verse une conserve de maïs dans un bol en guise de dîner. J'enfile des vêtements confortables, les plus informes et usés de mon armoire, et je m'avachis dans le canapé. Je chantonne aussi, tout le temps. Des chansonnettes improvisées pour commenter mon quotidien. Je me vois faire, je suis hilare. J'ai cessé de m'insulter quand le site de l'URSSAF me demande un mot de passe que j'ai bien entendu oublié de noter. Je me fais une hola quand je finis par étendre le linge. La solitude m'a appris la connivence avec moi-même et la liberté de l'être pleinement moi-même. Parce que maintenant, je sais que ma vie, ma maison, mon travail tournent bien dans ce petit chaos. Personne n'est là pour me dire qu'on ne fait pas comme ça. Je ne me fais plus engueuler. Je ne suis plus surveillée. Oui, c'est exactement ça. C'est une histoire de surveillance à laquelle on échappe. Les femmes seules sont des fugitives. La honte qu'elles ressentent parfois est le revers d'une sensation grisante, celle d'être une évadée miraculeusement extirpée de la prison patriarcale et de son maillage serré. Car quand on est femme, on tombe dans un système de surveillance élaboré, conçu pour garder nos utérus à l'œil. Ce système de surveillance ancestrale rend presque impossible l'accès à une solitude sereine. Je vais commencer cet essai par vous raconter l'histoire, la grande, celle qui pendant des siècles a maintenu les femmes dans un état de perpétuel mineur, non autorisées à évoluer dans le monde sans chaperon. Pour vous la raconter, je vais convoquer les pionnières de cette évasion, celles qui, les premières, ont décidé d'envoyer paître les matons. Mais avant de plonger dans l'histoire, parlons du présent. À l'heure où j'écris ces lignes, quelques mois après la réélection de Trump à la Maison-Blanche, la situation est critique pour les femmes et les minorités de genre aux États-Unis. Le retour au pouvoir du tyran populiste a fait fleurir sur les réseaux des images de la série The Handmaid's Tale, adaptée du roman de Margaret Atwood, dystopie glaçante où les femmes sont réduites à l'état de reproductrices sous contrôle totalitaire. Lors d'un meeting, Trump a déclaré qu'il protégerait les femmes, que cela leur plaise ou non. Le soir de sa victoire, sur les réseaux sociaux, des militants républicains ont détourné avec jubilation le plus célèbre slogan des militantes pour le droit à l'avortement, « Mon corps, mon choix », devenu « Ton corps, mon choix ». Tout est là. Devenu ton corps, mon choix. C'est terrible, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et ce seront les derniers mots en livre audio que nous écouterons pour cette année dans le cadre de ce balado des livres plein les oreilles. Permettez-moi, parce que le hasard fait qu'il me reste 2 minutes, c'est beaucoup 2 minutes en radio, pour communiquer des choses qu'on a envie de dire. Alors permettez-moi de vous dire que c'est vrai que je suis passionnée par le livre audio, mais pas tant que ça, finalement. Je suis passionnée par la littérature. J'aime les mots. J'aime les mots et pas juste pour les mots, parce que j'aime ce qu'ils transportent. C'est pour ça aussi que j'aime autant la narrateur et les narrations, surtout ceux qui sont capables non pas de lire de simples mots, mais de lire tout ce que ces mots veulent dire.
Alors, il y a lecteur et lecteur, et puis il y a les mots, et puis il y a d'autres mots. Il y a ceux qui disent vraiment des choses, et puis il y en a qui sont alignés les uns derrière les autres, comme des sardines dans une boîte, avec pas d'huile, c'est un peu sec, c'est un peu... Puis il y en a d'autres, parfois, par contre, il y a une très très bonne vinaigrette pour lier tout ça. Et alors, pour peu que ces mots formidablement écrits soient lus par quelqu'un qui aime les partager, qui parle à vos oreilles, eh bien, ça devient un produit absolument magique. Et je voudrais que ce produit-là, ce produit magique vienne à un moment donné à toutes les oreilles. Et je suis bien consciente que toutes les oreilles n'aimeront pas ça. Et c'est correct. Quand on va au cinéma, on n'aime pas voir tous les genres. Quand on lit un livre, on n'aime pas lire tous les genres littéraires. Il y a des auteurs qui ne nous font rien. Alors c'est pareil en livre audio. Il y a des lecteurs qui vont vous décourager d'écouter un livre audio. Et vous savez quoi? C'est correct. Vous avez le droit de l'arrêter et vous avez le droit d'en prendre un autre. Mais par contre, il y a des livres audio qui vont vous apporter peut-être plus encore qu'un livre, parce que vous allez vous immerger dans leurs histoires, si ce sont des fictions. Et vous allez en apprendre, et vous allez en rêver, et vous allez vous nourrir de ces mots d'auteur. Et le livre audio, c'est tout ça. Alors oui, je vais continuer à en faire la promotion, mais j'ai besoin de vous. L'émission des livres plein les oreilles, ce balado a besoin de vous. On a besoin de nos gouvernements pour aider nos éditeurs à obtenir des subventions pour en faire toujours plus. Merci d'être là, vous. Merci, Monsieur Tessier, en régie. Je m'appelle Clotilde Sey. Rendez-vous cet automne.